Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette dernière table ronde du Festival Fumetti, organisée en partenariat avec la Bibliothèque municipale de Nantes. Je suis Claire Cornet, je suis bibliothécaire et je co-anime cette table ronde avec Solange. Oui, bonjour Claire. On dit bonjour et on me donne tous les détails parce qu'en fait cette table ronde est enregistrée et captée. Donc voilà. Donc Solange, et je vais co-animer avec Claire cette table ronde en tant que journaliste culturelle en dilettante des fois. Bonjour à nos trois invités. Garance Cocar-Pocstar, j'ai bien prononcé, super. Charlie Gennemort et Delphine Panic. Merci à tous trois d'être avec nous. Dans nos yeux, elle s'appelle cette table ronde. Comment les représentations façonnent-elles notre regard ? En dégenrant des personnages, en dessinant des identités peu visibilisées, ou encore en racontant d'autres histoires, d'amour, d'amitié, mais pas que. La bande dessinée peut ouvrir nos interprétations et enrichir nos imaginaires. Pour une création hors des stéréotypes qui laisse la place à des voix multiples et d'autres univers dans lesquels chacun, chacune peut s'identifier. On va donc commencer par vous présenter. Donc je commence par Garance, à ma gauche. Donc tu es artiste, plasticienne, autrice de bande dessinée, drag artiste et militante féministe queer basée à Strasbourg. Tu es bénévole depuis plus de 10 ans dans des associations d'éducation à la sexualité ou de lutte contre les discriminations sexistes et LGBTI-phobes. Tu es la cofondatrice du collectif artistique La House of Diamonds qui propose des spectacles et des drag shows queer depuis 2018. La pluie et la lumière forment l'arc-en-ciel, donc vous voyez à l'écran. Ça, c'est ta première bande dessinée que tu as sortie fin 2021 chez Petite Nature, qui est donc une maison de micro-édition que tu as cofondée. Ça raconte ta première année en tant qu'intervenante en milieu scolaire avec l'association SOS Homophobie. Et sachez d'ailleurs que le festival Fumetti consacre une mini-expo à Garance. Ça s'appelle Comment se crée la lumière. On trouve des planches originales donc, de cette première BD, ainsi qu'une série d'illustrations, d'affiches autour de, je cite, l'amour queer comme source d'une révolution joyeuse. Et c'est juste à l'extérieur de la salle, si je ne me trompe pas, là, voilà, si vous voulez jeter un œil en sortant de cette table ronde, et c'est visible jusqu'à ce soir. On est aussi avec Charlie Gennemort. Charlie, tu es auteur de bande dessinée, storyboarder, enseignant dessin et formateur Cara Design. J'ai rien oublié. Tes travaux traitent avec humour, sensibilité, entre autres de tabous, de féminisme et de témoignages dessinés de quotidien de personnes LGBTQIA+. Ton premier album, Tout va bien, est paru en 2019 aux éditions Delcourt. C'est un récit autobiographique qui parle d'une toute première relation amoureuse d'une jeune adulte, une histoire d'amour pas très ordinaire. Et cette BD aborde beaucoup de thématiques assez larges, assez denses qu'on va évoquer ensemble pendant cette table ronde. Et c'est aussi une histoire de grande introspection. Et enfin, Delphine Panic, qui est avec nous. Donc après des années d'études en lettres modernes et de tergiversations professionnelles, tu tombes sur les éditions Misma, où tu publies en 2013 ta première bande dessinée Orlando, qui est donc une adaptation très libre du roman de Virginia Woolf. Puis tu as publié aussi En temps de guerre, une chronique historique douteuse, on va dire, sur la guerre 14-18. En 2016, tu publies L'Odyssée du vice dans la collection BDQ des requins marteaux. En 2018, Le vol nocturne, qui est un essai fantastique sur les sorcières. Ça, c'est aux éditions Cornelius. Tu réalises aussi des chroniques des classiques de la littérature en BD dans le magazine Topo, et qui seront ensuite publiées en recueil chez Gallimard. Et en 2021, tu fais ton retour chez Misma avec Un beau voyage, le périple statique d'un triangle et d'une patate. Et là, ce qu'on voit à l'écran, c'est ton dernier livre, Creuser voguer, qui est paru en avril dernier, donc en avril 2023, aux éditions Cornelius. Alors la première question qu'on a eu envie de vous poser pour démarrer notre conversation, rentrer dans vos univers et apprendre un peu à vous connaître, c'est quels personnages en BD ou quelles représentations d'histoire d'amour vous ont marqué, soit dans votre jeunesse, dans votre carrière, dans votre construction, de façon positive ou non, de façon stéréotypée ou non. Je vais commencer par toi, Garance. Tu nous as donné cette référence-là, Alison Bechdel. Qui est un classique absolu qu'il faut lire. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ça vient de là le test Bechdel qui permet de savoir si une œuvre
hyper sexiste, on va dire, ou pas. Et Les Gouines à suivre, c'est trop bien parce que c'est une histoire qui se suit, mais sur plein d'années. Mais ça fonctionne par planche parce que c'était édité dans des magazines et des journaux. Et ça parle de la communauté lesbienne et trans. Je sais pas dans quelle ville, je me souviens plus. Mais voilà, c'est un truc hyper moderne qui est sorti au moment où on n'en parlait pas du tout. Et qui est, je pense, hyper inspiré de la vie d'Alison Bechdel. Et c'est un peu le seul truc auquel j'ai pensé quand on m'a demandé des BD d'amour, parce que je crois que j'en lis pas. Toi, tu y as eu accès, tu les as lus en anglais, en français? En français, et quand j'étais adulte, en fait, je crois. Ouais. Et ouais, c'est vraiment trop cool. C'est un peu ma BD doudou. Genre quand je suis un peu triste, je vais lire une planche ou deux et ça va mieux. Là, c'est vrai que c'est assez petit, vous n'arrivez pas forcément à lire, mais c'est vraiment une chronique aussi de la vie politique de l'Amérique, et il y a plein de références. Et ça, du coup, en tant qu'adulte, tu avais un peu plus de billes, j'imagine, pour capter. En fait, c'est hyper cool parce qu'il y a un peu une galerie de personnages et on voit vraiment leur vie qui évolue, mais sur 10-20 ans. Et il y a plein de profils différents. Donc, il y a l'héroïne qui est elle est un peu chiante en fait, en vrai. C'est le personnage le plus chiant. Elle fait un peu tout le temps la gueule et elle travaille dans une librairie féministe et queer. Et après, elle a des potes qui sont un couple de femmes qui vont avoir un enfant. Voilà, et c'est un peu leurs histoires d'amour et tout ça. Et aussi leur vie politique à côté, quoi. Et on voit qu'elle a pas l'air très sympa. Mais en plus, je sais même pas si c'est. Enfin, elle ressemble physiquement à Alison Bechdel, quoi. Mais voilà. Mais oui, c'est. Et Alison Bechdel, au-delà de Queen à suivre, elle a fait plein de livres qui sont hyper essentiels, comme Fun Home et tout ça. Et ça parle toujours un peu d'homosexualité et de genre, en fait. Enfin, voilà. Mais celui-là, c'est son classique absolu. Une autre référence que tu nous as citée, c'est notamment Adieu triste amour de Myrion Mal. Ouais, qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui est hyper touchant. Ça parle, pour pas trop spoiler, en fait c'est une femme qui va découvrir que son copain, en fait, il a fait des trucs de merde à une autre meuf il y a quelques années, et du coup c'est un peu comment tu gères cette déception et comment tu te reconstruis après avoir découvert que voilà, ton copain il a harcelé sexuellement quelqu'un, en fait, et que c'est pas du tout la personne que tu croyais. Et ouais, c'est très beau. Ouais, c'est pour ça qu'on a choisi cette planche, parce que voilà, avec cette vignette assez forte, c'est bien, tu sais qu'on se parle. La dimension de la sororité qui est. Ouais. C'est hyper. Enfin, c'est vraiment l'enjeu du livre, parce qu'en fait, il n'y a pas un seul moment où elle doute de la parole de la personne qui lui apprend, en fait, ce qui s'est passé. Et du coup, c'est assez beau. Bon, dans le titre, il y a un côté très mélancolique, mais ça finit bien. Et enfin, Myrion Mal, elle sait hyper bien raconter les histoires d'amour. Je ne sais pas si vous la suivez sur Insta, mais à chaque fois qu'il y a des micros histoires, c'est toujours tout doux et très juste. Là, vous avez la page 198 qui est proche de la fin de la bande dessinée, donc ça vous laisse. C'est le spoil. De l'issue. Delphine, on passe dans un autre univers complètement. Moi, j'ai découvert Nicole Clavou il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais ravie que tu nous envoies cette référence-là. Là, on a les planches complètes d'une petite histoire qui s'appelle La connasse et le prince charmant. Est-ce que je te laisse raconter cette petite planche c'est cette connasse qui attend son prince charmant. Et voilà, ça parle très bien tout seul. Hein, il arrive un petit peu tard. Voilà. Alors la question que j'avais, moi, c'était comment t'es tombée là-dessus? Est-ce que c'était dans la bibliothèque parentale? Est-ce que c'était comme vous nous aviez demandé des trucs d'enfance, oui, tout à fait. Moi, quand j'étais petite, c'était une autre époque de la BD, et donc il y avait dans la bibliothèque, il y avait du Manara, il y avait du Wolinski, etc.
Et puis, quand même, au milieu, il y avait Brett Téché avec Clavelou. Et donc, moi, j'étais ultra fan, toute petite, quoi, de Clavelou. Et ensuite, elle a disparu. Même moi, je l'ai oubliée parce qu'elle a complètement disparu du monde de la BD. Et jusqu'à ce que Cornelius décide, il y a quelques années, là, de publier une intégrale quasiment de son boulot en bande dessinée, voilà. Et moi-même, ouais, j'avais oublié Nicole Clavelou. Et donc, mais non, c'est génial, voilà. C'est mon idole. Et donc, ouais, bah, sur l'amour, bon bah voilà, hein, ça parle, c'est clair, quoi. Elle est quelque peu déçue. La tante n'en valait pas le. Ouais, bah, c'est tout à fait très cynique, très marrant, très féministe. Il y a une autre petite planche. Alors là, j'ai pas la totalité de l'extrait. Ouais, on est un peu dans le même. Enfin, non, pas. Enfin, si, dans un truc d'attente aussi. Elle est amoureuse, elle lui écrit des lettres. Ouais, en fait, bon, il va s'avérer que c'est un gros naze. Donc ça s'appelle J'aime un économiste, lettre d'amour à un économiste marxiste, quand même, pour préciser. Voilà. Il y a un travail sur la typo qui est exceptionnel. C'est génial. Ouais, c'est génial. Ouais. Dans un autre genre, une autre forme d'amour, et je pense que ça parlera à certains, certaines ici, l'affection à un animal de compagnie, ici un chat. J'avais pas mis que ça dans mes références. Attends, il y a d'autres choses après. Que l'histoire du chat. Mais c'est vrai que j'ai mis ça aussi, ouais. Ça, c'était plus tard, c'était donc Giacomo Nani, Chroniquette. Je sais plus quand c'est paru, 2000. Je n'ai pas la date. Bon, 2007. Ouais. Bon, enfin, c'était mon. Enfin, ouais, moi, je faisais pas encore de la BD. C'était quand je découvrais de manière un peu plus pointue la BD indé, quoi. Et là, ce livre-là, ça a été vraiment un coup de cœur. C'était l'amour du personnage pour son chat. Ah oui, pardon. L'amour du personnage pour son chat et l'amour de moi pour ce livre. Ouais. Autre référence de Delphine, vraiment très éclectique. Alors, c'est Akira. Voilà, Kei et Kaneda. Kaneda, excusez-moi. Et ça, ouais, bah, c'est Akira, c'est la première BD quand j'étais ado que j'ai commencé à acheter avec mon argent de poche. Il sortait l'intégrale aussi à ce moment-là. Et donc, bah, voilà, avec ma sœur, on économisait, on allait acheter les Akira qui sortaient et puis on suivait cette histoire d'amour avec beaucoup d'intérêt. Ouais. Qui n'est pas une histoire d'amour non plus très, très, très joyeuse. Là, c'est écrit en portugais. Hein. Il lui dit Kaneda, la prochaine nuit, je veux la passer entière avec toi. Voilà, si vous vous posiez la question. Et juste, on n'a pas de planche, mais tu nous avais aussi parlé des autoristes Jeffrey Brown et Pauline Martin aux éditions Ego Comics. Ego Comics, ouais, c'était aussi les années 2000, début des années 2000, quoi. Et qu'est-ce qui t'avait marqué du coup chez ces autoristes ? Ben ça, c'était donc une maison qui faisait beaucoup essentiellement de l'autobiographie. Et donc, chez Jeffrey Brown et Sandrine Martin, il y avait cette fragilité du trait en particulier et de l'histoire, tous les deux qui racontaient des histoires d'amour de manière très triste, très mélancolique et très très douce. Vraiment des récits très délicats, quoi. Voilà, qui avaient été aussi des lectures importantes pour moi. Ouais. Charlie, je passe à d'autres références, un autre univers. Tu m'as envoyé beaucoup de références. Là, on a sélectionné... J'avais peur de ne pas en avoir assez, donc... Fruit Basket. Bah, c'est le tout premier manga que j'ai lu. Et je l'ai lu pour prouver à une amie, j'étais au collège, que les mangas c'était de la merde. Et du coup, je voulais l'analyser et dire que c'était pourri parce que je venais d'une famille ultra BD classique, Tintin, truc dans le genre. Et pour moi, le manga c'était forcément à chier parce que c'était pas français.
il s'avère que j'ai chialé au bout du premier tome et j'ai pas dit que j'avais tort, mais j'ai tout acheté. Donc, Tu l'as pas dit à ton ami, du coup non, quand même pas. Mais je vais quand même demander de me prêter le 2 et le 3, juste pour analyser, pour pouvoir construire mon truc. Non, mais après, j'ai pris tous les mangas qu'elle avait, et en fait, c'était stupide comme raisonnement, mais je venais d'une famille très conservatrice sur la BD, avec que des BD de mecs d'ailleurs. Donc, pour moi, c'était une grosse nouveauté. L'arrivée du manga en France, je l'ai pris en pleine poire, et il y a eu des bonnes choses et comme des mauvaises choses. J'ai pas pris que des bons trucs. Le deuxième manga sur cette page, sur cette image, c'est Anayori Dango. Ouais, j'ai beaucoup trop de tomes de cette chose. En fait, le manga, Fruit Basket, c'est un exemple du manga où je ne l'ai pas aimé de la bonne façon, enfin pas de la bonne façon, mais avec mes yeux d'adolescent. Et quand je l'ai relu plus tard, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses que, par exemple, l'héroïne, je la supportais pas parce qu'elle parlait de ses émotions, parce que elle était girly entre parenthèses pour son âge. Et pour moi, c'était pas un personnage féminin fort parce que elle était trop mignonne. Et en l'ayant relu avec mes yeux d'adulte, c'est devenu mon personnage préféré parce que c'est quelqu'un de très résilient, de très fort et de très honnête. Et c'est intéressant de voir tous les mangas que je cite là, c'est des mangas que j'ai relus plus tard avec du coup Fruit Basket. Vraiment, c'est hyper intéressant, ça parle beaucoup des émotions. Je pense que je comprends pourquoi ça m'a fait peur quand j'étais ado, vu qu'on prend en plein de fouet le fait que tout ce qui est féminin, c'est négatif. Et il y a énormément de personnages féminins dans cette BD qui assument énormément qui ils sont. Et du coup, à relire adulte, c'est vraiment chouette et un peu triste de voir qu'on n'a pas réussi à capter les bonnes choses quand on est petit, quand on a eu beaucoup d'influence autour du sexisme à l'école, quoi. Et Anayori Dengo, c'est une horreur à relire adulte parce que c'est vraiment montré comme... c'est le cliché de l'héroïne pauvre qui tape le riche de l'école. Le riche de l'école veut se venger et en fait à la fin il se marie. Et c'est effrayant à relire adulte parce que y a rien qui va. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'autrice en elle-même, il y a une 50aine de tomes, je dis pas de bêtises, il y en a énormément. Et elle a grandi avec sa série. Et vraiment, les premiers tomes sont affreux à relire. Il y a des agressions sexuelles, des violences physiques affreuses. Les raisons pour lesquelles il tombe amoureux, ça n'a aucun sens. C'est vraiment tout ce qui n'est pas bien dans les clichés romantiques. Il y a tout ça au début. Et comme elle a grandi avec son œuvre, elle s'est vachement déconstruite. Elle a beaucoup remis en question tout ça. Et vraiment, dans les derniers tomes, ce qui est hyper surprenant, c'est qu'il y a le personnage qui devient un peu adulte, parce qu'il y a quand même du temps qui se passe. Et quand on aborde le mariage, elle se rend compte que il y a quand même des choses qui font que c'est bizarre qu'ils se marient, qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas digérées. Et du coup, le personnage masculin, qui est horrible et qui se déconstruit grâce au personnage féminin, doit beaucoup se remettre en question et tout. Bon, à la fin, il se marie quand même, mais il y a quand même une démarche intéressante de l'autrice de voir que, parce qu'il doit y avoir, je sais pas, entre 10 et 20 ans pour tout le bouquin. Donc à la fin, et la série de livres qui a suivi après n'a rien à voir et est hyper intéressant sur des adolescents qui sont en dépression et qui essaient d'avoir des relations amoureuses tout en étant en dépression. Bon, c'est un peu chiant à lire, mais c'est intéressant de voir qu'elle a pris du recul parce qu'en fait, elle a amené tout un cliché de manga. En fait, c'est un peu la mère de ce cliché du gars riche qui maltraite une fille pauvre et à la fin, il s'aime et c'est horrible. Et du coup, c'est cool de voir qu'elle a beaucoup évolué, en fait. Alors, il y a un manga que tu as sûrement lu un peu plus tard, quoique je ne sais pas. Malheureusement, non. C'est ça le drame. C'est le jeu du chat et de la souris. Je l'ai pas du tout lu tard, en fait. Je l'ai lu parce que, alors en plus, les yaoi à l'époque du collège n'étaient pas du tout mis dans un rayon yaoi. Ils étaient vraiment mis n'importe où. Tu peux expliquer ce que c'est Alors un yaoi, c'est un manga principalement écrit par des femmes au Japon sur des relations homosexuelles. Et beaucoup sont très problématiques, à vrai dire. Et à l'époque, quand la France fait rentrer le yaoi en France, il y a vraiment très peu de recul sur les œuvres qui sont amenées.
Et il y en a vraiment... j'ai pris une des plus soft problématiques, hein, parce que il y en a vraiment, c'est horrible. Mais j'ai lu ça très jeune et c'était ma première représentation de BD avec des personnages homosexuels. Et dedans, il y a un peu de tout. Il y a des agressions sexuelles, il y a du chantage, il y a de la violence physique, psychologique, et à la fin, ils se marient. Encore. Donc, c'était assez affreux, et pour moi, c'était incroyable de voir cette représentation. Et j'avais encore pas le recul sur les problématiques que ça abordait. Et pareil, à relire plus tard, c'est passé dans ma broyeuse, à vrai dire. D'autres références que tu nous as communiquées, Le Prince et la Couturière. Bah là, en fait, quand j'étais ado, j'avais pas eu des représentations qui m'avaient vraiment capté, surtout pour tout ce qui va être représentation d'amour LGBT+. Et c'est vraiment, ça fait 5 ans que je lis beaucoup de BD romantiques qui sont pas forcément LGBT, mais qui sont beaucoup plus ce que j'aurais voulu lire ado. Et quand on lit un peu pourquoi ces personnes ont fait des BD, souvent c'est des BD qu'ils n'ont pas lu ado et qu'ils auraient voulu lire. Et Le Prince et la Couturière, c'est vraiment quelque chose qu'on peut lire au collège tranquillou. C'est trop mignon, ça parle d'un prince qui aime se mettre des robes, se maquiller, et une couturière qui lui fait des robes. C'est une belle histoire d'amour toute douce. Qui parle d'amour un peu large, familial, amical, amoureuse, l'amour de soi aussi, un peu de tout, et ça fait beaucoup de bien à lire en fait quand on est adulte. Voleuse aussi, qui est sortie plus récemment. Ouais, c'était trop rigolo, c'était trop choupi, c'était pareil, un truc que j'aurais carrément voulu lire ado, surtout que comme on va dire tout ce que j'ai lu ado, c'est surtout des mangas. Les mangas avec des relations avec des lesbiennes, j'en ai pas lu quand j'étais ado en fait. Et du coup, ça m'a fait beaucoup de bien de voir qu'on peut parler d'amour avec surtout beaucoup de blagues. Elle est très drôle cette BD, et très douce. Et j'ai l'impression, et en plus la fille avec les grandes oreilles ressemble vraiment à une amie. Et du coup, j'ai eu l'impression de voir un couple d'amis, ça m'a fait trop plaisir. Il y a ces caractères qui sont assez proches de la représentation du manga en fait, dans tes influences. Ah oui, c'est pour ça que voilà, on les a mis en haut à droite. Et avec ce beau découpage de plans sur la nuque. Oui, mais je pense que c'est des gens des autrices qui viennent de ma génération et qui ont lu à peu près les mêmes choses et qui auraient voulu lire ça en fait, ça se voit. Ah oui, il y a la dernière aussi. J'ai pas tout mis non plus, mais c'est déjà beaucoup en fait. Je me rends compte. Alors ça, c'est mon dernier gros coup de cœur et vraiment je la conseille. C'est une BD qui parle d'une héroïne qui tombe amoureuse d'un garçon qui est en couple avec deux copines. Et ça parle... ce que j'aime bien avec cette BD, c'est que ça parle du coup d'amour en général, de poser ses propres règles, de comprendre les choses au fur et à mesure et de voir l'évolution personnelle dans une histoire d'amour, parce que du coup il y a plein d'accroches avec les amis, la famille, le soi, ce qu'on laisse à côté de soi-même ou des amis, et c'est hyper organique et hyper réaliste. On a l'impression de voir l'histoire de gens qu'on pourrait croiser dans la rue, même si en fait c'est vraiment normaliser plusieurs types de relations qui sont vraiment, genre ça parle de polyamour mais pas que, ça parle de l'amour en général, et c'est une approche hyper moderne et très nature, les dialogues sont très naturels, c'est hyper réaliste, et je vous conseille vraiment de la lire, elle est vraiment super, et il y a un tome 2 qui sort bientôt. Voilà. Merci pour toutes ces analyses en plus. Merci beaucoup, Charlie. Donc sur cette table ronde, on avait beaucoup envie de parler de représentation, voilà, forcément. Et on s'est dit que si on part du principe que les représentations qui sont dessinées dans les BD traduisent un regard aussi, un vécu des autrices, qu'est-ce que vos représentations racontent de vous dans vos BD ? On a commencé par Garance. Là, on a 2 extraits. C'est pas du tout mis en même temps dans la BD, mais voilà, c'est un peu des extraits de réactions d'élèves que tu as pu vivre.
Donc c'était peut-être pour illustrer le fait de se heurter aussi à la méconnaissance ou des fois à l'homophobie, quand même, il faut le dire, des élèves. Ça, c'est vraiment comment dire, quelque chose que tu avais envie de retranscrire de ton vécu. Ouais, bah du coup, moi, ma bande dessinée, elle est autobiographique, donc voilà. C'est ouais, c'est vraiment moi qui ai vécu tout ça. Et la manière dont j'ai travaillé, c'est que j'ai fait des carnets de bord, que vous pouvez voir d'ailleurs juste à côté, où je dessinais vraiment entre deux interventions pour être au plus proche de ce qui était dit par les élèves. Et c'est vrai que quand on fait des interventions au milieu scolaire, il va falloir vite lâcher de la pudeur et se construire une carapace et pas être affecté par ce que peuvent dire les élèves et ce qu'ils peuvent dire de nous aussi. Mais j'ai eu l'impression de me mettre vachement plus en danger en faisant un livre qui parle de ça qu'en faisant des interventions en milieu scolaire. Enfin, j'avais vachement plus peur de la lecture du grand public, de ce qu'ils allaient dire, parce que je crois que c'est un récit assez vulnérable. Enfin, je dis les trucs que je rate, les trucs que je réussis, les moments où vraiment je suis au fond du gouffre et d'autres où je suis contente. Ouais, en fait, j'ai... Là, c'est un peu d'autres planches aussi, on voit. Oui. Donc à gauche, là, toutes les bulles, c'est toutes les réactions des élèves et on te voit complètement dépité ici. Mais en plus, là, si je... Attends, c'est quel moment? Désolée. Là, c'est sur la sexualité des lesbiennes, non? Ouais. Sur les lesbiennes en tout cas. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs planches comme ça. Il y en a d'autres où en fait c'est ce qu'ils disent en rentrant dans la classe. Donc on se dit bah super, on va bien s'amuser pendant 2 heures. Et là ouais, la sexualité des lesbiennes spécifiquement, ou enfin des femmes queer en général, on va dire, c'est un grand impensé. Même maintenant en fait, enfin ça n'existe pas dans leur esprit. C'est une catégorie YouPorn. Et c'est des meufs qui se chauffent en attendant un mec quoi, en gros. Et je pense que c'est assez bien résumé là sur cette planche. Et ouais, que dire, je ne sais pas. Alors il y a aussi les petits papiers. Ouais. Ça, on en a mis un exemple. Les Ouais. petits papiers dans les interventions. Tu racontes que vous les distribuez après vos interventions. Ouais, à la toute fin en fait, on distribue des petits papiers anonymes où en fait les élèves peuvent tous et toutes poser une question. Et c'est vrai que généralement c'est un temps de questions hyper personnelles. Et Non, je vais juste lire pour, Ah oui. c'est pour l'audio. Dire qu'il y a marqué donc Garance, es-tu LGBT ou bien normal entre guillemets, avec une belle faute d'orthographe aussi à Garance. Je Ouais, trouvais c'est très ça. mignon. Oui. Et à droite, c'est écrit Gwyn, c'est le féminin de gay, non? Voilà, juste pour que vous ayez un aperçu. Ouais. Et ouais, mais en fait, il y a pendant les interventions en milieu scolaire, il y a une très forte attente de témoignages. Donc en fait, on est là pour faire discuter les élèves, mais aussi pour leur donner des représentations un peu autres de ce que c'est une personne LGBT. Donc forcément, il y a plein de questions. Si on n'a pas fait un coming out spontané pendant l'intervention, ça va forcément ressortir dans les petits papiers. Et ouais. Désolée, j'oublie toutes mes idées là. Ouais, On trouvait ça assez désarmant après 2 heures d'intervention d'avoir un petit papier ou bien normal. Ouais, et là, ça pose la question de qu'est-ce qui a été compris, retenu, vécu pendant l'intervention, quoi. Oui, et encore lui, c'est un mignon, hein, parce qu'ils ont mis des guillemets, quoi. Ils ont D'accord, compris que c'était pas. Voilà, il y en a qui sont vachement plus. Il y en a plein aussi où c'est je suis homophobe, mais je respecte. C'était super l'intervention, mais je suis toujours homophobe. Enfin, vraiment, voilà. Enfin, et même pas caché, hein, c'est même pas genre j'aime pas les homosexuels, c'est je suis homophobe. Alors qu'on leur a expliqué que c'était de la discrimination et ils l'assument quand même, quoi. Mais ouais, du coup, là, es-tu LGBT ou bien normal, je l'ai gardé pendant des années au-dessus de mon bureau. Je le trouvais hilarant, en fait. Enfin, mais ouais. Il y a la planche de droite aussi où on voit sur la dernière image, tu es assez découragée parce que ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu, c'est pas allé dans une direction. Bah ouais, là en plus c'est un passage. On va pas dire que je découvrais le sexisme. Hein, j'ai forcément vécu le sexisme toute ma vie, mais je pensais pas que c'était aussi, ça pouvait être aussi frontalement quand on intervient. Je crois que ça marche. Ok.
Et en fait, là, c'est une planche où je suis assez déçue parce que c'est l'intervenant avec moi qui a pas les bons réflexes, je pense. Où en fait, c'était une classe où les élèves, ils ont tous arrêté de m'écouter parce que j'étais une meuf. Et en fait, il a pas laissé la place pour dire c'est pas ok, écoutez-la. Ça marche ? Non. Et du coup, ouais, ça fait partie un peu des ratés où je lui en ai beaucoup voulu en fait de monopoliser le débat sur les femmes en fait, et sur les femmes lesbiennes en plus. Donc, bref. Bon, on va utiliser ces micros-là en attendant. Et du coup, on voulait voir aussi avec Delphine. Delphine, toi, ce qui était intéressant dans ton travail, c'était les représentations des femmes, notamment dans Creuse évoquée. En fait, c'est que des héroïnes. Donc Creuse évoquée, c'est 10 histoires, et à chaque fois, il y a une héroïne qu'on suit. Et c'est souvent des mères célibataires ou seules, et qui se retrouvent à faire un travail précaire. Alors, dans Creuset Voguer, c'est des métiers qui n'existent pas, mais qui rappellent des métiers qu'on connaît. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'on sentait que tu avais envie de parler peut-être de ton expérience personnelle, en tout cas de ton regard sur les femmes, et sur comment est-ce qu'on oubliait aussi certains types de femmes. Quand on a préparé cette table ronde, tu disais notamment que on mettait beaucoup en valeur les femmes puissantes, les femmes qui étaient à des postes importants, les postes de direction, mais que en fait il y avait aussi plein d'autres femmes qui étaient souvent oubliées parce qu'on ne les voyait pas, parce qu'elles n'avaient pas forcément aussi, elles ne brillaient pas, ou elles n'étaient pas médiatisées, et que c'était important aussi pour toi en fait de mettre en scène ces personnages-là. Voilà. Mais je veux pas partager le même micro parce que je suis malade. Celui-là, il est bon. Lequel ? C'est celui-là ? Non, il marche pas non plus. Désolée de... Si, il marche. Non, ouais. Je garde celui-là. Ouais. Bon, donnez-moi tous les micros. Je suis désolée, en plus je tousse, et je suis un peu malade, mais comme il fait chaud là, ça me fait tousser aussi. Bon, je m'excuse auprès de vous. Ouais, Creuset Voguer, oui, effectivement, donc c'est 10 histoires. 10 histoires de 10 mères célibataires isolées, qui font 10 métiers difficiles. Et oui, tout à fait. Oui, on parlait de ça, de la mise en avant. C'est vrai que récemment, il y a beaucoup dans la BD et ailleurs, d'ouvrages féministes, et c'est très bien. Et il y a beaucoup de mise en avant, un petit peu d'héroïnes, de femmes, soit de femmes qui ont eu des destins exceptionnels, soit de femmes, femmes puissantes. Ce terme de femme puissante que moi je déteste, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il y a des femmes qui sont plus puissantes que d'autres et qui du coup ressembleraient un peu plus à des hommes qu'on pourrait un peu plus associer à ça. Et donc, tout ce qui se passe, moi je trouve ça passionnant, ce qui se passe en ce moment, de faire ressurgir justement des femmes artistes, scientifiques, etc., qui ont été volontairement oubliées. Mais voilà, moi mon sujet en tout cas dans ce livre-là, c'est pas ça, c'est des femmes invisibles, donc qui travaillent, qui ont la responsabilité de leurs enfants. C'est toujours une réalité, que c'est les femmes qui s'occupent des enfants. Et il y avait du personnel aussi, on peut le dire, que c'est aussi une manière pour toi de parler un peu de ta vie, de façon détournée. Oui, tout à fait, oui. Oui, on avait eu cette discussion au téléphone par rapport à moi, tous mes idéaux un peu queer que j'avais quand j'étais plus jeune. Et puis à un moment, je me suis quand même violemment retrouvée dans une situation
clairement face à ma condition de femme, hein, puisque je me suis retrouvée seule avec un enfant et à devoir gérer ça, quoi. Démerde-toi. Et voilà, bon, ça m'a un petit peu, un petit peu fait changer ouais, par rapport à ces idéaux d'égalité que je pouvais avoir avant. Enfin, auquel je croyais, en tout cas, je voyais bien que c'était pas quelque chose qui existait, mais j'y croyais. Puis bon, bref. Et puis voilà, donc ça parle aussi. En me retrouvant moi personnellement dans cette situation-là, j'ai aussi rencontré beaucoup de femmes dans le même cas. Voilà, donc on s'est rapprochés, on a créé quelque chose aussi, une sorte de famille de femmes comme ça, énormément de soutien, de sororité. Et c'est aussi, même si c'est dans ces histoires-là, pas du tout de mes copines dont je parle, puisque ces femmes-là sont quand même majoritairement dans le livre plutôt des migrantes qui font des boulots très difficiles, qui ont des vies très difficiles. Est-ce que c'était aussi une évocation, par exemple, du travail du sexe ? Parce qu'il y avait quelque chose dans le dessin où on disait que ça peut être un peu ambivalent et le côté naissance à la pointe, naissance à... Bon. Qui engage le corps aussi. Donc, oui. Eh ben non. C'est nous qui avons l'esprit mal tourné, désolé. Ouais, c'est ça. Non, franchement, je trouve que vous exagérez. Non, en vrai, en faisant ça, non, pas particulièrement. C'était pas à ça que je pensais. Après, c'est drôle que vous disiez ça parce que, en fait, pendant toute la durée de création du livre, j'ai pensé à ça énormément parce que c'est un aspect que j'ai pas du tout évoqué, justement le travail du sexe ou alors les agressions sexuelles envers ces personnes que sont les femmes migrantes précaires, fragilisées et tout. Et voilà, et c'est vrai que ça a été un truc qui était en fond pendant la durée de la création du livre. Parce que je voulais pas que ce livre devienne aussi triste que la réalité, en fait. Voilà. Et donc j'ai volontairement pas parlé de ça. Alors peut-être qu'effectivement j'en ai parlé. C'est ton inconscient qui a parlé, du coup. Ouais. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai fait une petite préface et dans la préface je dis, je sais plus que les histoires sont pas très drôles, mais la réalité est bien pire. Voilà. Et ouais. Et donc non, voilà, c'était pas volontaire en tout cas. Et là, on voulait montrer, donc ça c'est une autre histoire qui s'appelle Les Midinettes. Et on aimait bien cette planche parce que du coup, donc si je lis, il y a marqué « On n'avait plus peur et on a aussi compris comment faire pour que nos mouvements ne soient plus récupérés par les gros démagos. Ça a tout changé. » Donc ça, c'est un peu une évocation du féminisme, si on a compris. Ouais, c'est un passage qui est vraiment que sur les luttes féminines. Ouais. Et à droite, c'est écrit, mais ça, vous le savez aussi bien que moi, je ne vais pas vous faire un dessin. Donc, petit clin d'œil méta à la bande dessinée aussi, peut-être. Ouais. Et avec ce personnage qu'on a trouvé assez intéressant, mais on s'est rendu compte aussi qu'elle avait une prothèse. Et du coup, on s'est demandé, est-ce qu'elle avait vécu, tu vois, genre des luttes armées, il y avait eu de la guerre ou quelque chose comme ça. Il me semble qu'elle dit au début du chapitre qu'elle a perdu sa jambe dans une lutte, ouais. C'est donc ça. Ouais. Et en fait, ce personnage-là, elle est très particulière dans le livre. C'est vraiment la seule. C'est un peu une espèce de force un petit peu supérieure. Rien à voir avec du divin ou quoi, mais c'est une espèce de petite métaphore, ouais, d'une force comme ça, féminine. Et elle a fait toutes les luttes en fait. Voilà, elle est là depuis toujours. Elle parcourt les siècles et elle a fait toutes les luttes. Est-ce que ça c'est quelque chose qui toi t'a traversé l'esprit, par exemple, de te dire dans ta propre lutte féministe d'aller peut-être à un moment dans quelque chose de plus radical, bon peut-être pas autant de violence jusqu'à en perdre une jambe, mais est-ce que ça c'est quelque chose qui t'a traversé l'esprit, par exemple? Moi, personnellement. Non, moi je suis une mauviette, tout ce que je sais faire c'est faire de la BD et en plus je suis pas très sociable, donc j'ai du mal avec les groupes, voilà, donc non, je peux à part faire de la BD, je sais pas,
C'est déjà Mais ton moyen. bon, peut-être qu'un jour, à force d'agacement et de colère, peut-être qu'on va réussir à me pousser à bout. Et enfin, Charlie, nous, on avait trouvé que dans ta BD, il y avait quelque chose d'assez intéressant sur le fait de vouloir normaliser certains sujets et aussi justement de ne pas toujours en faire des sujets. Là, bon, là, c'est pas forcément exactement l'illustration de ce que je veux dire, mais là, de ce que vous avez comme planche, en fait, ça c'est un peu au début de l'histoire et où on sent déjà qu'il y a une grande introspection de la part donc, du personnage principal et que voilà, on va suivre beaucoup en fait ce qui va se passer aussi dans sa tête. Enfin voilà, aussi des questions de santé mentale. Ça, c'est toi quelque chose que tu avais envie de développer dans ta BD, ta première BD. Peut-être que celui-là, il marche, non? Ouais, bon, bah, je vais prendre d'autres microbes alors. Oui, j'ai pas grandi dans un espace de ma naissance, enfin, du moment où j'ai commencé à être consciente de choses jusqu'à que je quitte mon foyer. Je n'ai pas eu un espace pour l'introspection. Et au final, ce qui est marrant, c'est que c'est en faisant ma BD que je me suis rendu compte que là, c'est vers les 20 ans. J'avais énormément réfléchi à cette époque. Dès que j'ai quitté le cocon familial, j'ai même pu avoir assez d'espace pour réfléchir une BD sur cette époque et de voir que, en fait, libérer la parole sur vraiment le personnage principal, il aborde énormément de sujets personnels, de l'amour, de l'amitié, de la santé mentale, de la famille, l'handicap, la dépression. Et le fait que on pouvait penser tout ça et que c'était normal. On peut aussi vivre un espace clos où du coup on est très dans l'interne et beaucoup dans la réflexion. Mais cette partie-là est normale, sans guillemets. Du coup, je sais que les retours que j'ai beaucoup sur ce genre de page de ma BD, c'était, même si j'ai pas du tout la même histoire, j'ai traversé ça, je comprends ça, et ça m'a fait du bien de les lire. Et bah, c'est vrai que avec les mangas que j'ai cités, et les BD que j'ai cités, c'est beaucoup ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir donner accès à la parole et à la réflexion, de me dire que une de mes victoires, c'est quand un collégien m'a envoyé un message pour me dire qu'il avait trouvé ma BD dans la bibliothèque et il a eu les mots sur des pensées qui voguaient et qu'il n'arrivait pas à mettre. Et moi, comme j'ai pas eu accès aux mots adolescent, j'ai fait un peu la BD qui m'aurait fait du bien ado, quoi. Et ouais, il y a quand même cette vignette où le personnage d'Ellie dit c'est pas normal de n'être jamais tombée amoureuse quand on a 20 ans, c'est quoi mon problème? Effectivement, tu commences par là et tu vas voilà, déconstruire justement le fait que rien n'est un problème s'il y a l'espace suffisant d'être soi, quoi. Il y a une autre dimension qu'on a trouvée notamment dans ta BD Charlie, c'est l'incrustation du décor, de petites références littéraire, cinématographique. Est-ce que c'est une connivence avec le lecteur? Est-ce que là, tu te fais plaisir Alors, c'est plus triste que ça, c'est les vrais posters de l'époque. J'aime bien... en tout cas, c'est comme ça que j'ai abordé cette BD, c'était être le plus documentaire sur moi-même. Je gardais les mêmes espaces, les mêmes décos. Bon, j'ai une très mauvaise mémoire, mais ces posters ont poursuivi mon compagnon jusqu'au déménagement, donc je m'en souviens. Ils sont dans une poubelle maintenant. Mais oui, bah non, c'était pas du tout des références, c'était juste les vrais posters. Après, c'est un peu marrant parce que j'avais oublié qu'il y avait ça, et c'est vraiment les posters de pseudo-rebelles dans l'art quand ils ont 20 ans et qui sont pas comme les autres parce que ils ont vu 3 fois le Rocky Horror Picture Show.
ils aiment tant Girl, alors c'est trop. Voilà. Donc ça me fait un peu rire de voir ça et de voir où j'en suis maintenant et que j'aime pas du tout ce genre de truc. Bon, à part le Rocky, c'est toujours rigolo. Ah ouais, c'est toujours rigolo. Garance, il y a aussi des références, voilà, des traces de ton féminisme. Oui, j'ai appuyé sur une touche, je ne sais pas laquelle. Le micro marche encore, c'est bon. Le collège Monique Wittig et le lycée Bell Hooks. Alors moi, j'ai été chercher s'il y avait un collège Monique Wittig. Je me suis dit, j'y crois pas, mais on ne sait jamais. J'ai envie de dire que c'est le seul truc faux dans ma BD. C'est le nom des collèges. Parce qu'en fait, au tout début, j'avais mis les vrais noms dans ma première version de ma BD parce que j'ai tout redessiné, parce qu'au début, c'était des carnets cracra. Et j'ai fait le choix d'anonymiser en fait les lieux et les villes, les collèges et tout. Et je crois que c'est le seul moment où je me suis fait un peu plaisir. Je me suis dit, je vais mettre des noms de féministes que j'aime bien. En plus, Monique Wittig, elle vient du Haut-Rhin. Je viens de Strasbourg. Enfin, mes interventions, c'est en Alsace, quoi. Du coup, j'étais genre, allez, c'est parti. Mais après coup, on le disait juste avant, je me sens un peu mal parce que le collège Bell Hooks, c'est littéralement une de mes pires interventions. Donc, je l'ai associé à des propos homophobes horribles. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'était juste, faut donner un nom au collège lycée. Et du coup, je me suis un peu amusée, quoi. Pour parler un peu plus du genre de vos personnages, on a notamment Orlando, donc, qui est la première BD de Delphine, dans lequel il y a beaucoup de choses très intéressantes. Il y a quand même une grande liberté dans le personnage donc d'Orlando pour expliciter. En fait, c'est un personnage qui, à un certain moment dans le livre, devient une femme. Et voilà, on sent qu'il y a cette fluidité aussi avec d'autres évocations. Il y a notamment à gauche, là, où vous avez une divinité locale qui s'appelle Saint Février, Mars, Avril, donc vous voyez là. Et qui est aussi très fluide, très queer, et c'est assez rigolo, qui est à la fois la pluie et le beau temps, donc un peu aussi une illustration de la fluidité. Dans un village aussi, une ville où donc on voit tout en haut les cases des femmes à barbe ou des personnes non binaires, je ne sais pas comment est-ce que toi tu as choisi de les définir. Et puis toujours aussi dans Orlando, à droite, il y a le personnage de Gabrielle, qui est une femme, mais qui a une tête de cafetière. Et de théière, pardon, et quelque chose qui pend entre les jambes, on va dire ça comme ça. Du coup, est-ce que quand tu as réfléchi à ces personnages-là, et même les autres personnages, parce qu'en fait, on voit il y a quand même une grande créativité dans tes représentations, est-ce que dans quelle mesure tu réfléchis en fait au genre de tes personnages et aux représentations, comment est-ce que tu vas les faire apparaître? Là, ce passage-là, en fait, c'est parce que c'est le moment de la transformation, justement, puisque ce qui se passe, c'est que donc Orlando est un jeune poète, et à un moment, il va s'endormir pendant une semaine et se réveiller femme. Voilà. Et donc, il fallait... C'est une adaptation d'Orlando de Virginia Woolf. Donc, c'est pas moi qui ai... Enfin, bon, si, ça, c'est moi. Ça, c'est... Elle est Gabrielle, c'est toi. Ouais, pas dans le Virginia Woolf, mais en tout cas dans le Virginia Woolf il se transforme, en fait c'est lors d'un voyage, voilà, sa transformation elle a lieu dans un ailleurs, quoi. Donc il fallait, moi aussi j'ai amené mon Orlando dans un ailleurs pour ce moment-là, et cet ailleurs pour moi c'était Naples en Italie, que j'ai connu un peu parce que j'y ai un peu vécu. Et en fait, tout ça, c'est des références à Naples, en fait. Parce que c'est des trucs que j'ai pas tellement réfléchi de cette manière-là. Parce que là-bas, ils ont leur saint patron qui s'appelle Saint-Janvier, tout simplement. Donc j'ai fait une blague. Et il y a une tradition là-bas d'hommes, qui est un peu ancienne, mais d'hommes travestis, qu'ils appelaient des feminucci, un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Et donc j'ai utilisé ça aussi, qui avait un rôle dans la ville, aussi de plus ou moins de travailleurs du sexe, voilà.
Donc j'ai utilisé ces données-là. Bon, en réfléchissant quand même, voilà, parce qu'il fallait que l'endroit de la transformation soit un lieu qui s'y prête, quoi. Voilà. Et là, sur ces planches-là, enfin ces 2 planches-là, on voit Orlando qui fait de la poésie. Alors, à gauche, Orlando est un homme. À droite, Orlando est une femme. Donc, ce qui est assez drôle, en fait, dans Orlando à gauche, c'est que... Enfin, c'est pas drôle, mais il est très chanson de Roland, parce que c'est vraiment voilà, un poème autour de la guerre, et le personnage s'appelle Roland. Ouais. Et pour le lire, parce que c'est écrit un peu petit, c'est écrit « Roland n'a pas peur de mourir, il pense à Aude, sa fiancée, il massacre, il pense à Aude, il pourfend, il pense à Aude, il tue, il pense à Aude, oh Aude, Aude, oh ». Ça me fait beaucoup rire, Aude, pardon. Voilà, donc c'est de la poésie, on va dire, d'un certain niveau. Et à droite, Orlando, cette fois-ci, donc là, il y a une mise en scène parce qu'il est en train de déclamer de la poésie dans un cirque. Et pour vous donner, voilà, pour vous lire aussi, c'est Prince sans château, beau comme un camion, au volant, au levier de vitesse, ce moment avec toi fut le plus doux voyage. Tu étais une couverture polaire entre le monde et moi, bien au chaud, bien à l'abri. Et maintenant, voilà, bon, on n'a pas la suite. Mais on sent déjà que on n'est plus sur la même écriture. Mais c'était intéressant aussi de voir comment est-ce que Orlando, poète, était, enfin l'évolution qu'il pouvait y avoir potentiellement aussi. Ouais. Il faut savoir que déjà dans le livre de Woolf, elle dit que c'est un mauvais poète, Orlando. Enfin, elle le dit pas clairement, mais quand même, on le comprend. Et donc, ce qui était rigolo pour moi, c'était d'écrire moi-même les poèmes d'Orlando et de les faire en sorte qu'ils soient un peu nuls, quoi. Et bon, enfin, dans le bouquin, en vis-à-vis de ça, il rencontre une Sacha qui, elle, est une vraie poétesse. Et là, bon, pour le coup, j'avais demandé à quelqu'un d'autre d'écrire les poèmes de Sacha pour qu'ils soient vraiment bien, quoi. Et oui, effectivement, donc le début, il est homme, il est à la cour et il veut il veut devenir poète de cour, mais il voit que ce qui est vachement valorisé, c'est la guerre. Tout le monde parle de la guerre et tout, et donc il veut faire des poèmes qui parlent de la guerre. Et bon, on voit que ça l'inspire quand même pas plus que ça, quoi. Il n'est pas passionné. Et puis ensuite, petit à petit, il va finalement, en acceptant d'aller vers un milieu beaucoup plus populaire que celui vers lequel il voulait aller, donc c'est-à-dire dans un cirque, dans une ménagerie, à déclamer des poésies. Et finalement, c'est là qu'il va trouver sa place de poétesse et où son art va être reconnu. Voilà. Bon. Là, on avait envie de parler cette fois-ci de l'orientation sexuelle d'Orlando, parce que là, le petit personnage que vous voyez en bas à droite, c'est le prince d'Orient, avec qui du coup Orlando va se marier. Bon, je spoil, désolé, mais c'est intéressant parce que justement, tu parlais de Sacha, que du coup Orlando rencontre étant homme, avec qui il a une relation. Ouais. Et là, ici, il parle de la relation avec Sacha. Il dit: c'est avec sérénité que je vis cette homosexualité naissante, donc en tant que femme, en tant que Orlando femme. Oui, parce que elle donc s'est rendue compte qu'en changeant de sexe, elle n'a pas changé d'orientation sexuelle. Enfin, en tout cas, d'intérêt, d'amour pour la personne. Voilà. Donc, elle aime toujours Sacha, elle aime toujours les femmes. Voilà. Elle se marie avec ce prince, mais ils vont rester mariés une nuit, quoi. Oui. Ouais. Et elle dit pour faire pati pata, faudra pas compter sur Bibi. C'est une très belle manière de poser les règles. Non, mais par contre, ce qui est intéressant sur cette relation, et on le voit aussi, le prince d'Orient, c'est que j'ai l'impression que c'est la seule relation hétéro de tes BD qui est à peu près sereine, entre guillemets. Parce qu'en fait, le prince d'Orient est très sympa, elle la laisse faire tout ce qu'elle veut. Il voyage, ils s'entendent très bien, et elle peut faire sa vie à côté comme elle veut aussi. Et que par contre,
dans d'autres BD, on sent voilà, que les relations de couple hétéro sont pas forcément les plus saines. C'est plutôt l'inverse. Du coup, en général, on est vraiment sur des relations, voilà, la relation homosexuelle d'Orlando et Sacha. Il y a aussi dans le vol nocturne, qui est une autre de tes BD, où, alors c'est pas le sujet principal, mais ça reste aussi une histoire, il y a une histoire d'amour lesbienne entre les deux sorcières. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément le sujet central du bouquin, c'est plutôt le deuil, on va dire, le sujet. Oui, en même temps, c'est le deuil justement de cette personne-là. Et du coup, avec qui elle a une relation. Pardon, je t'ai coupé. Ouais. Oui. Oh, pardon. Non, mais c'était intéressant de voir en tout cas comment est-ce que oui, tout à fait, oui. ce truc de l'hétérosexualité, ça n'a pas l'air. Non. Et je disais tout à l'heure quand j'ai été invitée donc pour ce festival Fumetti avec pour thème l'amour, j'ai pas bien compris quoi. Enfin, je me suis dit ah bon, mais moi je parle jamais d'amour, ou alors quand j'en parle c'est vraiment tout à fait déprimant. Et effectivement, cette relation là avec le prince, elle est super. Il est génial ce prince. Un modèle pour tout. Ah oui, voilà. Mais bon, justement, c'est le prince charmant quoi. Et donc, ça dure une nuit. Et puis. Ils voyagent ensemble quand même après. Ils partent. Qu'est-ce qui se passe? Et puis. Ah, mais oui, non, ça dure pas une nuit. Oui, ça dure un peu plus longtemps. Un peu plus longtemps. Non, désolé, mais je l'ai fait à 10 ans ce bouquin. Et puis, je l'ai pas forcément. Je relis pas toutes les 5 minutes, quoi. Non, ça dure pas une nuit. Ils font un grand voyage ensemble. Oui, ils font un beau voyage ensemble. Ouais, elle est super leur relation. Oui. Et tout d'un coup. Oui, puis je crois que la question posée, c'est qu'est-ce que tu prends le matin? Du chocolat chaud, très bien, moi aussi. Et voilà, oui, ça scelle une relation saine. Quoi. Oui, puis elle lui dit tu me toucheras pas, tu respectes. Il dit oui. Non, c'est super. Et qu'est-ce qui se passe? Ah oui, un soir, il y a un campement de gitanes à côté d'eux. Elle va faire la fête. Hein, elle se retrouve à danser seins nus avec les gitanes. Et quand elle se réveille, elle est partie avec le campement et elles sont déjà à 10 000 km. Et c'est trop tard, elle a perdu son prince. Voilà. Mais en fait, en réalité, ce qu'on comprend, c'est qu'elle ne voulait pas quand même si cette relation était super, on sent bien qu'elle ne tenait pas plus que ça, qu'elle n'a pas envie de passer sa vie avec ce prince parfait, quoi, qu'elle a autre chose à faire. D'ailleurs, ensuite, elle fait plein d'autres choses. Ouais. Ah oui, ça c'était juste une petite évocation aussi de comment représenter des personnages par rapport au genre. Et des fois, en fait, des personnages qu'on ne peut pas genrer, enfin, ou en tout cas, où c'est pas forcément des personnages humanisés aussi. Donc là, c'est dans Un beau voyage où on a donc un triangle et une patate. Enfin, je dis une patate parce que c'est vraiment comme ça que c'est dit. C'est pas moi qui le qualifie de patate. Où du coup, la question c'était quand tu as pensé ces personnages-là, est-ce que tu t'étais dit ah tiens. D'ailleurs, je crois que tu m'avais dit que non. En fait, tu n'avais même pas réfléchi au fait que de les mettre sous une forme, des formes géométriques, ça avait pour conséquence qu'en fait, ces personnages n'avaient pas de genre. Ça, c'est quelque chose auquel tu n'avais pas du tout pensé. Enfin, tu l'avais pas pensé comme ça. En tout cas, tu l'avais pas intellectualisé comme ça de te dire que. Non, mais ils sont genrés quand même. En tout cas, que ça n'avait pas. Comment dire Non, en fait, c'est la blague que je fais. C'est je dis, c'est mon seul livre qui ne passe pas le test de Bechdel, justement. Voilà. Parce qu'en fait, il n'y a que 2 personnages et c'est eux. Et après, je dis, mais en fait, comme c'est un triangle et une patate, on ne sait pas trop quel est leur genre. Voilà. Mais sauf qu'en réalité, comme c'est un cadre, une histoire de marins et tout, ils sont quand même beaucoup plus assimilés à des hommes quand même. Garance, il y a une dimension dans ton travail. Tu es aussi à côté une drague artiste. Qu'est-ce que ça représente pour toi dans ton travail? Quelle est la place que ça prend? Est-ce que tu peux expliquer un peu le drag et comment ça influence tes représentations du genre? Vaste sujet. Déjà, ça fait 5 ans que je fais du drag et au départ, je le faisais de manière... j'ai commencé à faire du drag parce que ça me permettait de me réapproprier une part de féminité de manière... en me donnant de la force, en fait, parce qu'on m'avait tellement appris qu'être une femme, c'est être faible, c'est se faire agresser, c'est machin.
c'est nul à côté d'un garçon, que en fait j'ai fait du drag au début qui était hyper féminin, hyper femme, et ça m'a donné grave de la confiance en moi. Et maintenant c'est n'importe quoi mon drag. Enfin, voilà, c'est un clown quoi. Bref, enfin c'est juste des taches de couleur sur mon visage parce que plus j'ai avancé, plus je me suis dit je trouve ça trop bizarre la catégorisation drag king, drag queen, drag queer, même si c'est hyper important. Moi je suis un peu en mode genre ce qui me plaît, c'est justement de détruire le genre. Donc j'ai pas forcément envie de me remettre sur une étiquette genrée. En plus ça correspond pas du tout à ce que je fais. Enfin, il y a dans les personnages que je fais, ça n'a absolument aucune importance que ça soit une femme, un homme ou tout ça. Enfin, ça raconte rien. Maintenant, ça raconte rien de la féminité et de la masculinité. Je sais même pas ce que ça raconte, mais je suis allée un peu au-delà de ça, quoi. Et c'est marrant parce que j'ai commencé à faire du drag exactement au moment où j'ai fait cette bande dessinée. Donc forcément, je pense que ça a dû se mélanger, même si au tout début, pour moi, c'était hyper important pour une raison un peu qui me semble complètement abstraite. Enfin, je ne saurais même pas l'expliquer maintenant, mais c'était important que le drag, ça soit un autre aspect de ma vie et que ça soit pas du tout mon travail. J'avais envie que ça soit juste du fun et qu'il n'y ait pas d'attente professionnelle dessus, parce que sinon, ça allait un peu tout gâcher, selon moi. Et en fait, c'est impossible. Ça imprègne complètement mon travail. Et maintenant, je fais des résidences artistiques où je fais clairement du drag. En fait, enfin, je fabrique des costumes et je fais des performances sur de la musique. Bon, du coup, ça s'appelle du drag, en fait. Enfin, voilà. Et dans ma BD, ça apparaît aussi parce que en intervention en milieu scolaire, c'est apparu. C'est des sujets, en fait, maintenant qu'on a Drag Race France et tout ça, c'est des choses que les ados et les adultes même connaissent et ça ressort. Et parfois, ça ressort de manière hyper intéressante. Enfin, là, par exemple, c'est une élève qui m'a dit, mais c'est pas hyper misogyne, en fait, que des hommes se déguisent, entre guillemets, en femmes et via des stéréotypes sur les femmes. Et la personne a posé cette question 2 minutes avant la fin, donc j'étais extrêmement frustrée. Voilà, parce que c'est un sujet, je pense qu'on peut débattre pendant 5 heures. Voilà, enfin, et aussi, on peut en débattre aussi parce qu'effectivement, en fait, c'est pas un milieu qui est libéré de tous les stigmates de genre, loin de là, hélas. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, je me disais, je suis une drag queen, et tout le monde me disait, tu peux pas être une drag queen, t'es une meuf, donc qu'est-ce que t'es en train de performer? Et j'étais genre, en fait, dans la vie de tous les jours, je mets pas des talons de 15 cm, j'ai pas genre autant de maquillage sur la gueule, et je chante pas en playback, en fait, sur des chansons. Et genre, mon genre féminin, ça ressemble pas du tout, genre oui, je me reconnais pas dedans, et en fait le drag, c'est un peu explorer tous les trucs qui me sont hyper étrangers, en fait, mine de rien. Donc genre j'ai un personnage qui est hyper violent qui s'appelle Vendredi 13 12 et qui tue des gens. Enfin, je passe mon temps à tuer des gens et à me recouvrir de faux sang. Bref, voilà, mes choses sont salissants, faut pas m'inviter. Mais et alors qu'à côté, genre vraiment, je ne toucherai pas une mouche. Je suis une pleutre absolue. Et du coup, voilà, en fait, le drag maintenant, ça me sert plus à explorer des émotions qui me sont très étrangères, mais qui doivent être au fond de moi quelque part, plutôt que le genre. Et bon, la question du genre, elle doit quand même être sous-jacente parce qu'une femme, c'est pas censé être violent. Et mes performances, elles parlent vachement d'agression sexuelle, de mecs relous qui nous parlent dans la rue et à qui t'as envie de péter la gueule, de ton mari pourri qui te fait faire la cuisine et que t'as envie d'empoisonner. Quoi d'autre? Même mes dernières perfs, le fait de manger des hommes, j'en sais rien. Enfin bref, voilà, un peu gay, tout ça. Et ouais, et du coup c'est assez étrange mon parcours dans le drag, parce que ça a vraiment commencé. J'étais fan de Drag Race aussi. Maintenant, ça m'ennuie profondément, même si c'est hyper important que ça existe, ce drag-là. Mais c'est pas celui que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie de faire avec du carton-pâte et des couleurs pourries et un make-up tremblotant. Et c'est ça qui m'amuse. Mais au tout début, c'est parce qu'il y avait une citation dans Drag Race de quelqu'un qui disait, qui mettait en drag d'une drag queen qui mettait une femme en drag et qui lui disait tu sais, moi, quand je me mets en drag, c'est le seul moment de ma vie où je me sens puissante parce que je suis une femme pendant un moment. Et du coup, cette phrase, elle m'a mise au sol de me dire ah ouais, d'accord, en fait, il y a des hommes qui se sentent puissants quand ils performent le genre féminin. Et j'avais jamais entendu ça. Et c'est pour ça que j'ai commencé le drag, quoi. Donc, pour répondre un peu à sa question où j'ai pas pu répondre, non, parfois c'est absolument pas misogyne, au contraire, quoi.
Parfois ça l'est. Dans les backstage des drag shows, beaucoup de misogynie, hein, de mecs gays qui pensent qu'ils peuvent te toucher les seins parce que c'est ok, ils sont gays et drag queen, quoi. Enfin bon, bref. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres choses à dire sur le drag. C'est très bien. Merci. Un tout autre sujet maintenant. On voulait revenir sur les représentations des personnages et surtout la diversité des personnages et des récits. En fait, on sait que ça peut passer par beaucoup de choses, par effectivement le genre ou l'orientation sexuelle, comme on l'a déjà vu avec vous. Mais ça peut être aussi plein d'autres choses, évidemment, l'orientation, l'origine ethnique, l'âge aussi, la classe sociale. Et il y a aussi les questions de handicap. Qu'on retrouve quand même dans ta BD à toi, Charlie, dans Tout va bien. C'est quelque chose qui traverse quand même toute la BD, le handicap et la santé mentale, pour être plus précise, parce que c'est pas du tout que le handicap. On retrouve notamment des représentations de crises d'angoisse. Donc là, par exemple, là, c'en est une. Celle d'avant aussi, où la page était toute bleutée. Et on a aussi, je crois, une planche là, ou une double page où on va dire c'est plus du trouble anxieux d'un des personnages d'Archimède. Comment est-ce que tu as pensé ces représentations de scènes qui sont pas forcément les plus joyeuses évidemment, et puis graphiquement aussi on voit qu'il y a quand même il y a des marqueurs un petit peu, donc si tu peux nous expliquer s'il te plaît. Pour les marqueurs, quand je parle par exemple, si je pense un exemple, cette page-là, qui est un mélange de crise d'angoisse. En tout cas, ce qu'on sait dans la BD, c'est que le personnage a une dépression chronique et ça symbolise de multiples émotions mélangées avec un rendu très crayonneux, donc il faut y aller dans la matière. Quand j'écris des scènes liées aux émotions, ça m'arrive de me dire que il faut que je donne un visuel cohérent aussi avec ce que je veux faire ressentir. Quand il y a la page après qui est faite en aquarelle, c'était un moment où les personnages se séparent et du coup c'est un moment très flottant. Et c'est pour ça que j'ai tout fait avec de l'eau, quelque chose de très léger. Et il y a une page où quand le personnage touche un peu le fond de la dépression, j'ai fait une page où j'ai fait de la linogravure pour représenter vraiment le côté creusé, un peu sa propre tombe, creuser dans le soi le plus profond. Et ça m'intéresse. Et puis aussi, d'un point de vue technique, quand on fait un gros bébé de plus de 200 pages et que c'est que des couleurs bleues et des gens qui sont assis sur des lits qui parlent, il faut un peu dynamiser le tout pour pas qu'on s'ennuie. Et du coup, j'ai aussi imprimé toute une bonne partie de ma BD, je l'ai mis au sol et je regardais ce qui ressortait et à quel moment où il y avait trop de quotidien, où graphiquement c'était très linéaire, et avoir des touches dans la BD qui ont d'autres graphismes, ça permet vraiment qu'on soit proche du personnage et des émotions, mais aussi dans la lecture, qu'on ait un moment de souffle ou pour lire parce que c'est quand même c'est gros comme livre. Voilà. Merci. Oui, on revient aussi sur En temps de guerre de Delphine, où on trouve un personnage aussi qui est intéressant, qui est l'enfant de l'héroïne principale, donc une enfant sur roulette qui s'appelle Bobby, que vous voyez du coup à droite là en blanc. On a aussi, on peut mettre l'après, on a les maris, parce que du coup donc comme on l'a dit, En temps de guerre, c'est un récit de guerre où en fait ce sont donc les femmes qui restent, qui ne sont pas parties à la guerre, qui s'occupent de faire tourner le pays, et qui sont ouvrières. Et là on voit l'arrivée, le retour avec une mise en scène très dramatique des maris, où c'est écrit: c'est quoi? Putain, c'est nos maris. Voilà. Et donc à droite, les maris qui reviennent dans des états, comme vous pouvez voir,
assez divers. Donc c'est intéressant de voir voilà, bon, c'est des représentations aussi de corps mutilés, corps handicapés. Et il y avait aussi une autre représentation qu'on avait trouvée intéressante, c'est les enfants drôles. Donc ça, c'est dans Creuset-Voguet, qui est aussi donc une autre histoire. Du coup, toi, comment est-ce que tu penses, comment est-ce que tu as pensé ces personnages dans ces différentes histoires? Parce que c'est vraiment des histoires très différentes, des personnages très différents, mais qui tournent un peu aussi autour de cette question en fait du handicap, de la représentation des corps, et aussi de ce qu'ils sont en tant que personnages, parce que ce ne sont pas que des corps différents, on va dire, mais ce sont des personnes, et des personnes aussi très intéressantes, notamment par exemple avec Bobby dans En temps de guerre. Oui. Ben écoute, on en avait parlé un petit peu pour préparer la table ronde, et c'est vrai que j'avais déjà pas grand chose à dire. Enfin, je disais bon bah elle est handicapée, voilà quoi. C'est comme ça. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Pas grand chose. C'est juste qu'elle est comme ça. Mais il y a le regard des gens quand même, c'est ça. Sur Bobby. Sur Bobby, il y a surtout le regard de sa mère, qui est très difficile. Bon, sa mère, elle se retrouve toute seule. Monsieur Bobby part à la guerre. Madame Bobby, elle est convaincue que Monsieur Bobby, il part et qu'il va s'éclater à la guerre. Et qu'elle va s'éclater, s'amuser, je veux dire. Excusez-moi. Et donc, voilà. Et elle râle parce qu'elle se retrouve donc toute seule avec sa gamine handicapée. Et... bon, elle est un peu horrible quand même, la mère. Elle pense à la prostituée. Bon, bref. Bon, bah voilà. Et cette gamine, finalement, c'est celle qui va le mieux s'en sortir de tout le livre, quoi. Mais ça, c'est pas non plus quelque chose que j'ai fait volontairement, parce que ce livre, je l'ai vraiment avancé. Voilà, en voyant petit à petit, je savais pas du tout comment ça allait finir, donc je voyais petit à petit, selon le caractère de chaque personnage, comment chacun allait s'en sortir. Et puis c'est avéré que cette petite Bobby, elle était vraiment bien débrouillarde, et elle s'en sort très bien, ouais, avec ses roulettes. Et ça, bah oui, bon, bah c'est un peu rigolo à voir, mais en réalité, c'est les gueules cassées, donc c'est pas... bon, puis il faut imaginer les femmes qui voient ça revenir. Mais bon, en fait, je me mettais aussi à la place des femmes qui voyaient revenir leur mari en gueule cassée, quoi. Je veux dire, quelle horreur et quelle tristesse. Bon, mais ça devait être un peu moins drôle. Et les enfants drôles dans Creuset-Voguet? Et les enfants drôles aussi. C'est ceux qui sont en haut. Ouais. Donc c'est des enfants handicapés, ouais. On sait pas vraiment quel est tout à fait leur handicap, mais ils sont drôles. Voilà. Enfin, ils sont drôles. C'est des drôles d'enfants, quoi, des enfants drôles. Et donc voilà, ce personnage, elle va faire un moment, elle croit qu'elle est appelée pour faire donc une saison, enfin faire quelques mois, rester à accompagner ses enfants drôles, et puis elle se rend compte assez rapidement qu'on lui a pris son passeport et qu'elle est bloquée avec eux. Et là aussi, ça se passe plutôt bien. Ils sont malins, ces enfants, et tout le monde se débrouille bien. Ouais, non, finalement, c'est des personnages, je me rends compte en le disant, que je traite plutôt bien par rapport à d'autres personnages que je peux avoir, qui sont plutôt plus malins que les autres, quoi. Ouais. Plus conscients, peut-être. Mais c'est marrant, enfin, c'est révélateur en tout cas de voir que c'est une femme, donc après dans Creuset-Voguet c'est que des héroïnes, mais c'est une femme qu'on a envoyée s'occuper de ses enfants drôles, voilà, pour peut la remettre dans son rôle d'accompagnante, de soignante, enfin de care comme on dit souvent, Ouais. voilà, de se dévouer en tout cas. Oui, tout à fait, mais qui préférerait ne pas être là. Hein. Ouais. Il y a une autre forme d'amour qu'on a tendance à sous-représenter ou à mettre de côté dans les récits, c'est l'amitié. Et l'amitié, elle a une place dans vos récits respectifs. Et notamment, Garance, là, tu as choisi de montrer l'amitié dans le militantisme.
Est-ce que c'est quelque chose que tu avais envie de mettre en avant? C'est plus que de l'amitié, hein, c'est ma famille en fait. Enfin, vraiment. Non, mais ils sont dans les dédicaces, c'est ma seconde famille. On se voit tous les jours. Voilà, on se fait des repas de famille le dimanche et tout ça. Bon, pas tous les militants que j'ai rencontrés, évidemment, mais on est un groupe de militantes et militants où, ouais, on est en famille. Et en fait, c'est hyper important. Là, cette scène, c'est après littéralement la pire intervention que j'ai faite de ma vie. J'ai fait 5 ans d'intervention et ça reste toujours la pire. Et d'ailleurs, c'est là où il y a eu la pire phrase et elle est liée à l'handicap. Donc c'est assez... où c'est un élève qui a dit... j'ai essayé d'expliquer que c'est normal du coup d'être homosexuel. Et il a répondu ok, c'est normal, mais c'est une erreur de la nature comme les personnes handicapées. Voilà, donc c'était super. Et c'est à la suite de ça qu'on s'est fait un câlin en mode genre on est les plus fortes du monde parce qu'on vient de supporter 6 heures de propos de cet ordre. Et ouais, en fait, je pense qu'on devient militante pour des idéaux et on reste pour les gens. Ça fait trop bateau comme phrase, mais c'est vrai. Ouais. Et oui, c'est au-delà de l'amitié, quoi. C'est ma famille, c'est pas... Charlie, on en avait parlé ensemble. L'amitié aussi, c'est un des thèmes très forts dans ta BD. Comment tu as pensé ça? Quelle place tu donnes à l'amitié dans la bande dessinée? Comme la BD se passe à un moment charnière de la construction du personnage principal, c'est un peu la BD des toutes premières fois dans tous les sens du terme, et c'est le moment où c'est la première fois qu'on a des amis avec qui on passe beaucoup de temps, on se développe, on se découvre. C'est les premières fois où ça ressemble moins aux amitiés qu'on avait fantasmé ou imaginé quand on était au lycée, qui sont plus organiques, beaucoup plus mouvantes, beaucoup plus changeantes aussi, et peut-être plus honnêtes. Et du coup, pour moi, l'amitié, c'est toujours un sujet hyper important à faire, en tout cas quand j'ai envie de raconter des histoires d'amour, parce que c'est un amour qui est un peu pas vraiment énormément mis en avant, et qui est rarement encore plus mis en avant quand on parle de quelqu'un qui tombe amoureux de quelqu'un d'autre et qui ne vit que, en tout cas au niveau de la narration, qui ne vit que à travers cet amour-là. Alors qu'au final, en même temps qu'on vit une histoire d'amour, on vit le travail, la famille, si on en a, les amitiés, si on en a, et le travail aussi, si on en a. Et du coup, pour moi, c'est important de montrer que il y a des choses qu'on vit en même temps et qui auront des répercussions forcément. L'amour a des répercussions sur l'amitié et inversement. Et en tout cas, c'est le moment que je traite dans la BD, vu qu'il y a des moments difficiles en amitié à cause de l'amour, et qu'il y a tout à construire et à travailler. Et c'est quelque chose qui m'intéresse de parler du fait que rien n'est acquis dans l'amour en général, et que tout est un travail et des réflexions qu'on peut pas juste... De toute façon, c'est beaucoup la parole, le sujet de cette BD, et que tout doit être verbal, mais des fois ça peut être physique. Il y a une scène où le personnage principal fait un massage pour aider un ami qui fait une crise d'angoisse, et l'amour et l'amitié passent par le contact physique, et que du coup, ils parlent en même temps d'ailleurs, mais on sent l'amour qui les unit à travers le corps qui cède en fait mutuellement. Et ouais, mais je trouve qu'en ce moment, avec les sorties qu'il y a sur des gens de ma génération, on mélange beaucoup plus l'amour et l'amitié comme un sujet de développement personnel, ou en tout cas un quotidien qui a beaucoup de valeur et qui est, c'est vrai, pas vraiment beaucoup mis en avant, quoi. Alors, si on parle d'amour, qui dit amour, j'aurais dire, qui dit aussi sexualité, mais ce n'est pas obligatoire.
c'est important de le préciser. Et on avait envie de retenir ces planches donc de Delphine dans Temps de guerre. On assiste notamment à une séance de lecture d'une lettre. On va dire que c'est une manière de représenter la sexualité ou plutôt l'absence de sexualité. Ouais. Donc là, c'est une femme qui lit une lettre qu'elle reçoit de son amant. Et en fait, il y a une lecture commune avec d'autres ouvrières, camarades. Et c'est assez charmant parce que on voit que tout passe par l'écrit, elles sont un peu émoustillées et il n'y a rien qui est représenté. C'est vraiment que, tout est dans la suggestion, dans le texte. Enfin, ça fait travailler l'imaginaire. Et on avait envie de montrer ça en écho à l'Odyssée du vice que tu as sorti dans la collection BDQ des requins marteaux, où là on a aussi cette espèce d'évocation, c'est très dans la suggestion, on ne voit rien du tout parce que ça se passe dans le Loir, on n'a que le dialogue. Et cette mine complètement réjouie à droite qui dit Roger oui, et on s'est demandé est-ce qu'il y a un lien entre les deux. Est-ce que quand tu as commencé à faire En temps de guerre, tu t'es dit tiens, dans ce passage avec la lecture de lettres, il y a un truc un peu intéressant, est-ce que je tirerais pas le fil et je ferais quelque chose? Et du coup tu as fait l'Odyssée du vice, Oui, tu as fait ce genre de scène, ouais, c'était un peu ça? Oui, c'est vraiment ce passage érotique dans Temps de guerre qui m'a donné envie de faire cet exercice-là pour la collection BDQ, ouais, de me lancer là-dedans. Et c'est vrai que oui, pour En temps de guerre, c'était très plaisant à faire parce que effectivement, c'est l'absence de sexualité, c'est à distance, quoi. Et donc, il s'envoie ces lettres coquines. J'essayais, en fait, juste par le texte, d'arriver à quelque chose qui puisse être vraiment érotique pour le lecteur. Bon, je ne sais pas si j'ai réussi, mais c'était ma volonté, quoi. C'était aussi ton bagage de lettres modernes qui restait Oui, de personnes qui aiment écrire. C'est pas non plus, je pense pas que ce soit un chef-d'œuvre d'écriture, hein, mais ça passe bien. Ouais, bon, j'ai fait de mon mieux en tout cas pour que ce soit un peu cochon quand même, quoi, sans qu'on voit rien, quoi, puis qu'il se passe rien en fait. Delphine, il y a aussi donc, dans Creuser Voguer une dimension qu'on n'a pas abordée, c'est la BD documentaire. Tu as rédigé un avant-propos qui est assez fort où tu dis cette BD, Creuser Voguer, c'est ma bande dessinée du réel. Ouais. En opposition à une BD documentaire qui, je te cite, redonnerait ses lettres de noblesse à un médium présumé pas très sérieux. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient ce terme, ma BD du réel, et puis qu'est-ce que ça doit être la BD documentaire? Ça c'est un long débat, voilà, mais c'est vrai que c'était un petit peu en réaction à cette mode actuelle. Voilà, on parle beaucoup de la BD du réel. Effectivement, donc ce que je dis, c'est que, on voit ça peut-être comme quelque chose qui tout d'un coup rendrait la BD un petit peu plus sérieuse que ce qu'elle ne devrait l'être. Et en parlant justement, en étant beaucoup dans le docu, le journalisme, le réel justement. Et voilà, et moi à la fois je ne peux que constater qu'il y a de très bonnes choses qui se font là-dedans, mais aussi des moins bonnes. Pas mal de trucs où on peut sentir que c'est un peu forcé, quoi, parfois, où il y a des tonnes de textes, et puis je sais pas. Voilà, la planche qu'on a mis justement. Voilà, il y a du texte assez conséquent. Donc je me moque un peu de ça, voilà. En faisant alors là j'ai fait des gros blocs de texte. Et puis donc en étant très détaillé, donc voilà, pour me moquer, c'était ça mon principe, c'était je vais faire des docus sur ces femmes, sur le travail de ces femmes, sauf que j'invente tout, et je fais donc des trucs comme ça, des blocs de texte extrêmement détaillés, donc sur la Moniole, de mi-mars à fin juillet, faut faire ci, faut faire ça, sauf que j'invente complètement, quoi. Voilà. C'est une petite moquerie, mais aussi, c'est pas juste pour me moquer, quoi, c'est aussi pour dire que la fiction peut parler du réel très bien aussi. Merci beaucoup Delphine. Merci aussi à Charlie et à Garance
pour toutes ces réponses. On a encore un petit peu de temps pour des questions, si jamais il y en a dans le public. Est-ce que quelqu'un a envie de dire quelque chose, de réagir parce qu'on a quand même pas mal survolé, parce que c'est un sujet évidemment très dense et très passionnant et on ne pouvait pas tout approfondir, mais on avait envie d'aborder plein d'aspects différents avec nos invités. Donc si vous avez envie peut-être de pousser un peu certaines questions, n'hésitez pas. Ou peut-être que tout était déjà hyper clair. Non, il y a... On a un micro qui marche. On a un... Oui, j'ai une question particulièrement pour Charlie Jeanmort, mais vous êtes bienvenus à réagir les autres. Je vous remercie pour vos réponses. Je sais que vous parlez beaucoup sur votre compte Instagram de votre vie personnelle notamment et de votre rapport au handicap et à l'amour. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur comment est-ce que vous vivez ça par rapport à votre handicap et par rapport à vos relations amoureuses et comment est-ce que vous entretenez ça et comment est-ce que vous gérez ça? C'est pas quelque chose que... J'ai pas fait de BD édité sur ce sujet, j'en fais des petites BD sur internet et j'en parle beaucoup. C'est un peu la même démarche que j'ai un peu pour tout. Tous les sujets sont importants pour parler d'une personne et l'handicap, qu'il soit physique ou mental, c'est assez, on va dire, important d'en parler de façon hyper nature, sans tabou. Et pareil, c'est un peu la même démarche que j'ai quand je fais des BD, c'est normaliser, dire que c'est ok, dire des bêtises s'il le faut, mais désolé, j'ai pissé donc je suis essoufflé. Récemment, j'ai pas mal parlé d'autisme, vu que j'ai eu un diagnostic autistique et que j'ai commencé à travailler, j'en ai montré un peu en ligne sur une bande dessinée qui parlait de l'autisme, du point de vue du coup de la personne avec qui je vis, qui est autiste, et l'idée de faire une bande dessinée pour mettre la parole aux premières personnes concernées, pour parler de leur vie, et pas toujours du point de vue des parents ou du système médical. Et c'est toujours pareil, si je travaille avec d'autres gens, ça va forcément être parlé. C'est forcé de parler de leurs propres paroles, leur laisser la place, même si c'est moi qui dessine sur cette BD. Je sais que quand ça va parler de moments très intimes, ça sera cette personne qui va dessiner ces moments-là, parce que je ne me sens pas d'exprimer visuellement quelque chose qui est vraiment très éloigné de l'adaptation au niveau de la narration, surtout parce que l'autisme, il y a aussi beaucoup de maladies qui sont liées, le TDAH, tout ce qui va être les TOC, et même si je vis certaines choses, il y a, quand la personne fait aussi du dessin, je pense que c'est important de laisser la parole, mais aussi l'aspect graphique. Parce que souvent, quand on laisse la partie graphique, par exemple aux personnes autistes, ça va être au sein d'écoles où c'est un atelier. Et c'est aussi important, je pense, de montrer que l'art des personnes handicapées est aussi adulte et qu'il n'y a pas besoin de faire un événement sur l'autisme pour en parler. Ça peut être une tranche de vie et que peut-être que les personnes autistes ont une partie visuelle qu'on n'aurait pas eu comme idée de mettre en avant si on est une personne extérieure et que peut-être qu'on n'a pas toutes les clés et les sensations qu'on voudrait partager. Est-ce qu'il y a une autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. On espère que ça vous a donné envie de découvrir les ouvrages dont on a parlé, ou redécouvrir. Et puis on peut retrouver Garance en dédicace, c'est ça, à 17h. Voilà, merci beaucoup. Au salon d'édition, du coup, là-bas, voilà. Merci. Ouais, merci.